la voie de fait et l'emprise irrégulière. Ce sont deux théories jurisprudentielles absolument essentielles à connaître parce qu'elles permettent d'identifier la compétence de la juridiction judiciaire. Pas nécessairement une pleine compétence de la juridiction judiciaire, mais une compétence relative de la juridiction judiciaire. Ces deux théories jurisprudentielles sont intéressantes parce qu'elles ont connu une révolution, toutes les deux la même année, en 2013. Nous sommes en 2018 et il se trouve que on va ici célébrer en quelque sorte les 5 ans de cette modification. Ces deux théories jurisprudentielles, je voudrais tout d'abord qu'on essaye de rappeler quel est l'intérêt de chacune de ces deux théories. En cas de voie de fait, on a une compétence du juge judiciaire et en conséquence une application du droit privé. Je trouve que la meilleure formule que l'on peut employer ici c'était celle de René Chaput. D'une certaine façon, la voie de fait prive l'administration de son privilège, c'est-à-dire privilège de juridiction et privilège du droit administratif, qui est un droit inégalitaire au profit de l'administration. La consécration donc d'un acte en tant que voie de fait a comme conséquence que cet acte perd sa nature administrative. Bien qu'il ait été pris par l'administration, bien qu'il ait été pris pour les besoins du service public. C'est vraiment la perte du privilège de l'administration, ce qui signifie alors qu'il y a une plénitude de compétences du juge judiciaire pour faire cesser la voie de fait, y compris en référé. Il faut voir, et d'ailleurs c'est très bien indiqué aux jurisclasseurs, comme dans le répertoire de contentieux administratif, que historiquement, une des justifications de la voie de fait, c'était quoi? C'était de dire le juge administratif, jusqu'à la loi du 30 juin 2000, ne pouvait pas agir en référé, ne pouvait pas agir dans l'urgence. La conséquence de ceci, c'était que lorsque vous étiez victime d'un agissement particulièrement grave de l'administration, c'est un peu la première illustration qu'on pourrait donner à la voie de fait, qui portait atteinte à des droits particulièrement importants, alors on voulait qualifier cet acte en voie de fait. Cela emportait la compétence du juge judiciaire, cela signifiait en réalité le juge judiciaire pourra faire cesser ce comportement très rapidement. L'intérêt donc de ce dispositif, c'est de donner une compétence judiciaire, notamment pour faire cesser ce comportement, y compris en référé. Je précise tout de suite ici que le Conseil d'État, depuis un arrêt de janvier 2013, l'arrêt commune de Chirangui, considère qu'il est également compétent pour connaître en référé et faire cesser en référé un cas de voie de fait. C'est une situation assez originale, puisqu'on voit bien que c'est un peu la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, voie de fait, que vous vous trompiez de juge, que vous alliez devant le JA ou devant le JJ, les deux pourront en référé faire cesser ce comportement. On voit bien que l'objectif ici, c'est bien de punir cette administration pour cet acte qui apparaît comme très gravement illégal. Nous regarderons la définition tout à l'heure. Deuxième chose, le juge judiciaire pouvait annuler cette mesure. Annuler cette mesure qui apparaît a priori comme une aberration, puisque, si vous m'avez suivi, la voie de fait, c'est quoi? C'est un acte qui a été pris par l'administration, souvent pour les besoins du service public, mais parce que le seuil de gravité dans l'illégalité a été franchi, on va réputer cet acte comme étant un acte de droit privé. Ce qui veut dire que puisqu'il est un acte de droit privé, il relève du juge judiciaire, et puisqu'il relève du juge judiciaire, le juge judiciaire pourra l'annuler. Le juge judiciaire pourra aussi réparer le préjudice causé par l'administration ici. Action indemnitaire. Enfin, le juge judiciaire pourra enjoindre à l'administration de cesser le cas de voie de fait. Si je résume ici, on voit que la voie de fait, c'est vraiment une sanction infligée à l'administration qui agissait pourtant pour les besoins du service public en raison de la gravité de l'illégalité qui a ainsi été commise. C'est bien une théorie qui est dérogatoire au régime normal de compétence. Et on voit que, du coup, dans vos cas pratiques,
Quand vous avez à examiner cette question, c'est sur les questions qui sont relatives à la compétence de la juridiction. Est-ce que ça relève de l'ordre judiciaire ou est-ce que ça relève de l'ordre administratif? On le sait, votre premier réflexe, c'est de regarder si on est dans le bloc de compétences. Votre deuxième réflexe, c'est de regarder si on n'aurait pas une loi qui aurait confirmé cette compétence. Votre troisième réflexe, c'est de regarder s'il n'y aurait pas une jurisprudence qui aurait confirmé cette compétence. Votre quatrième réflexe doit être de regarder si, alors même qu'on semblerait ici dans un cas de compétence de la juridiction administrative, soit en raison de la constitution, de la loi ou de la jurisprudence, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une possibilité qu'il soit dérogé à ce régime normal de compétence parce que ce comportement de l'administration serait constitutif d'un cas de voie de fait. Nous prendrons un exemple tout à l'heure, mais dans le détail, mais je voudrais en suggérer un ici. Une mesure de police administrative, on le sait, c'est une mesure qui est une mesure qui relève du GIA, surtout si vous en demandez l'annulation. Imaginons maintenant une mesure de police administrative, l'exécution forcée d'une mesure de police administrative qui est aboutie à l'extinction de votre propriété privée et que cette exécution forcée soit très gravement irrégulière, c'est un cas de voie de fait, alors même qu'à la base c'est une mesure de police administrative qui relèvera de la compétence du juge judiciaire. On voit donc que dans votre cheminement, et je dis ça pour marquer tous les points dans vos cas pratiques, vous ne pourrez examiner le caractère, l'applicabilité de cette théorie dérogatoire qu'après avoir dit « on aurait pu penser que ça relevait du JA car, mais en réalité ça relève du JJ car ». Ok. Ce qui signifiera que dans la construction de votre majeur, de votre raisonnement, on aura deux syllogismes au minimum. Un premier syllogisme sur « on aurait dû penser que ça relevait du GA », un deuxième syllogisme sur « ça relève du JJ car il y a voie de fait ». La deuxième théorie, c'est l'emprise irrégulière. L'emprise irrégulière, elle a un certain nombre de points communs, puisque en cas d'emprise irrégulière, on aura une compétence, effectivement, du juge judiciaire. Soyons très carrés là-dessus. On va voir les éléments de la définition, mais on peut dire que l'emprise irrégulière va emporter une compétence du juge judiciaire simplement pour faire cesser l'emprise. Sur les aspects d'annulation, d'indemnisation, etc., on aura, en principe, une compétence de la juridiction administrative. Je voudrais bien insister sur le fait que le champ d'application de l'emprise irrégulière est beaucoup plus restreint. C'est l'hypothèse d'une dépossession d'un bien, historiquement exclusivement immobilier, commise par l'administration, et cette dépossession est irrégulière. C'est l'exemple typique que l'on peut donner. Vous avez un terrain, vous vous réveillez un matin, et alors même qu'on ne vous a jamais rien demandé, alors même que vous ne l'avez jamais autorisé, vous vous réveillez avec des cabanes de chantier sur votre terrain parce qu'il y a des travaux publics. Vous voulez obtenir qu'il soit mis un terme à ceci, vous voulez obtenir l'indemnisation de ce préjudice, vous irez devant le juge judiciaire. Regardons maintenant comment se définissent chacune de ces théories. La première définition à connaître, c'est celle de la voie de fait. La définition de la voie de fait, elle a été donnée aujourd'hui par une jurisprudence ERDF contre Bergoen. Cette jurisprudence Bergoen est assez intéressante dans sa rédaction. On voit bien que c'est une exception au principe de répartition des compétences. Et on voit qu'il y a plusieurs hypothèses qui doivent être envisagées pour qu'il y ait voie de fait. Si vous regardez bien, dans la définition de l'emprise irrégulière, de la voie de fait, il y a deux blocs, il y a un comportement de l'administration et il y a des effets de ce comportement de l'administration. On verra, et je vais le relever tout de suite, que le tribunal des conflits a pris soin, c'est ce qui figure à la fin du considérant, je vais laisser un petit temps de lecture, le tribunal des conflits a pris soin de préciser que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. Je crois que cet exemple-là, il doit être intégré, car c'est l'exemple typique qui tombera dans les cas pratiques. C'est vraiment une donnée, à mon sens, essentielle.
Je vous laisse le lire quelques instants. Très bien. Maintenant, regardons... Ah, pardon, excusez-moi, je me trompe dans le passage du slide et je vous prie de m'en excuser. On voit bien que finalement, dans la voie de fait aujourd'hui, il y a deux ensembles. Un comportement de l'administration et des effets de ce comportement. Et on va pouvoir ici avoir l'un de ces deux comportements et l'un de ces deux effets. Il faut la réunion d'un comportement et d'un effet. Mais tu vas avoir en gros 4 combinaisons. Première combinaison, l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision administrative, même régulière. Exécution forcée, ça veut dire l'administration recourt effectivement à la force. Elle va par exemple décider d'expulser quelqu'un. Elle va décider de détruire un bien. Deuxième hypothèse, regardez bien le mot employé, c'est un acte cette fois-ci, manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. On parle d'un acte juridique qui a été pris par l'administration. L'exemple typique que l'on donne, c'est l'administration qui va par exemple décider de saisir votre passeport. Lorsque l'administration va décider de saisir votre passeport, qu'est-ce qui va se passer? On voit ici qu'on a un acte qui peut ne pas être permis par la loi. Attention, on le sait, dans certaines législations, il est possible de saisir le passeport de quelqu'un. Mais imaginons par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas payé vos frais de scolarité à la fac et l'administration dit je prends une décision de saisie de votre passeport. Est-ce que la fac peut le faire? Sincèrement, je n'ai pas de détails sur cette législation, mais je pense que non. Je pense que ça serait très clairement abusif. Donc on voit ici que ça peut être deux choses, soit l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision administrative, même régulière, soit un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. Un petit conseil donc sur cette première condition. Maîtriser les conditions du recours à l'exécution forcée des décisions administratives. Pour mémoire, je fais cette petite parenthèse. Le principe a été posé par la jurisprudence Société immobilière Saint-Just de 1902. Dans cette jurisprudence Société immobilière Saint-Just de 1902, le Conseil d'État nous dit, bon, principe, l'administration ne peut pas recourir à l'exécution forcée contre ses propres décisions, sauf 3 hypothèses. Lorsque la loi le prévoit, lorsque l'urgence le justifie, ou lorsque il existe une résistance de l'administré qui ne peut pas être surmontée par un autre moyen légal et qu'il n'existe pas d'autres moyens permettant de surmonter cette résistance de l'administré. Dans ce cas-là, l'administration pourra recourir à l'exécution forcée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que normalement, le process normal en cas de résistance de l'administré, c'est de passer par la case juge qui permettra le recours à la force. C'est par exemple le recours à un référé mesures utiles pour procéder à l'évacuation d'un occupant sans titre du domaine public. Il faut ensuite regarder quels sont les effets du comportement de l'administration. Les effets du comportement de l'administration ont été changés par la jurisprudence Bergoen. Il faut désormais établir soit que la conséquence a été une privation de la propriété privée, soit que la conséquence a été une atteinte à la liberté individuelle. J'insiste, cette jurisprudence date de 2013. Privation de la propriété privée, on comprend ce que ça veut dire que le bien a été détruit, l'habitus a été affecté, ça veut dire soit le bien a été détruit juridiquement, c'est-à-dire vous n'avez plus de titre de propriété dessus, soit le bien a fait l'objet d'une aliénation juridique, d'une aliénation matérielle, le bien a été détruit matériellement. Ça veut dire quoi? L'agent de police décide de détruire votre vélo parce qu'il n'est pas content, alors que vous étiez en contravention. Exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision administrative ayant eu pour effet de votre privation de la propriété privée.
ayant abouti à une atteinte à la liberté individuelle. C'était l'expression qui était employée dans la jurisprudence Bergogne en 2013. On peut penser que l'expression va changer à terme en raison de la QPC du Conseil constitutionnel de 2015, la décision Cédric D, où le Conseil constitutionnel nous dit que le juge judiciaire est compétent exclusivement en cas de privation de liberté individuelle. On peut penser désormais que ce sera en cas de privation de cette liberté individuelle. Ça veut dire quoi? L'agent de police n'est pas content, il décide de vous enfermer dans la voiture, dans le coffre de la voiture, je dis n'importe quoi. On voit bien ici que c'est un acte manifestement, l'exécution forcée dans des conditions régulières d'une décision administrative qui aboutit à vous priver de votre liberté individuelle si vous avez gardé notamment plus de 12 heures. Bon. Autre hypothèse, un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, on a saisi votre passeport ou vos papiers d'identité et on a décidé de, je ne sais pas, de vous enfermer en conséquence, acte manifestement insusceptible ayant abouti à une privation de la liberté individuelle. On voit que, à mon avis, très concrètement, dans votre cas pratique, vous direz quoi? Premier syllogisme, pourquoi ça relève du GA. Deuxième syllogisme, pourquoi c'est une voie de fait. Dans votre voie de fait, je vous le dis, j'ai essayé de vous le démontrer, je vous invite à vous appuyer sur le fascicule, c'est très casse-pied d'apprendre par cœur la définition de la voie de fait. Deux stratégies ici. D'abord, utilisez les documents autorisés où on retrouve la citation et n'hésitez pas à bien identifier où elle se trouve, à la recopier, etc. Première stratégie. Deuxième stratégie, à mon sens, si vous voulez débattre, commencez par les conséquences de l'acte. Est-ce qu'il y a une privation de la liberté individuelle? Est-ce qu'il y a une extinction de la propriété privée? Commencez par les conséquences pour vous dire intellectuellement, est-ce que ça se peut que j'ai une voie de fait? Si vous voyez que ces conditions sont réunies, alors vous remontez à la source de cette privation, c'est-à-dire au comportement de l'administration. Et du coup, dans votre syllogisme, au niveau de votre mineur, mon conseil, c'est quoi? C'est de vous dire, citez bien les deux conditions, le comportement, les effets, et débattez bien sur l'effet qui est en cause. Est-ce que c'est une privation de la propriété privée ou est-ce que c'est une atteinte, privation à mon sens à terme, de la liberté individuelle? Maintenant, si on regarde la définition de la jurisprudence, de la définition de l'emprise irrégulière telle qu'elle résulte de la jurisprudence Panizon. La jurisprudence Panizon, qui date de décembre 2013, est venue redéfinir ce qu'était l'emprise irrégulière. L'emprise irrégulière, c'est une mécanique un petit peu particulière dans laquelle le juge judiciaire sera compétent pour connaître de la réparation du préjudice qui a été causé par cette emprise irrégulière. Ça veut dire vous irez devant le juge judiciaire pour dire « j'ai été privé de la jouissance du bout de mon terrain sur lequel il y a des cabanes de chantier ». Pour tout le reste du contentieux, cela va relever du juge administratif. Cette théorie de l'emprise irrégulière, elle a aujourd'hui un fondement constitutionnel, puisqu'on le sait, d'après la Constitution, le juge judiciaire est le gardien de la propriété privée. L'identification donc de l'emprise irrégulière est la suivante. Il faut identifier une emprise qui a été commise par l'administration sur un bien appartenant à une personne, privée en principe. Cette emprise doit avoir un caractère irrégulier. C'est là où c'est assez intéressant parce que le débat, s'il y a sur l'irrégularité de l'emprise, portera éventuellement devant le juge administratif pour savoir si cette emprise est régulière ou pas. Là, je crois que c'est un vrai sujet magnifique pour les cas pratiques parce que aujourd'hui, avec la jurisprudence SCEA du Chéneau, il se peut que le juge judiciaire qui serait saisi d'une demande de réparation de l'emprise irrégulière pourra, par lui-même, sous les conditions de la jurisprudence SCEA du Chéneau, déterminer si cette emprise est régulière ou non. Il n'est plus obligé automatiquement de procéder à une question préjudicielle. Et si cette emprise est effectivement irrégulière, le juge judiciaire sera seul compétent pour connaître de la réparation du préjudice si cette emprise a eu pour effet une extinction de la propriété privée. On voit ici que, en clair, il vous faut une emprise commise par l'administration qui a un caractère irrégulier, qui aboutit à l'extinction de la propriété privée
et il en résultera un monopole de compétence du juge judiciaire pour réparer le préjudice. Pour l'annulation, etc., ça relèvera de la compétence du juge administratif. Ce que vous devez donc faire, à mon sens, là-dessus, n'hésitez pas à, comme pour la voie de fait, partir des conséquences. Est-ce que cela aboutit à une privation de la propriété privée? S'il y a une privation de la propriété privée, ça se peut qu'on soit face à une emprise irrégulière. Ensuite, remonter à l'acte. Est-ce qu'il y a une emprise commise par l'administration et cette emprise n'aurait pas un caractère irrégulier? Si c'est ça, c'est de l'emprise irrégulière. Si en revanche, on est sur un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, ou si on est face à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision administrative même régulière, alors dans ce cas-là, on sera face à la voie de fait. Les conséquences, encore une fois, dans la qualification ne sont pas neutres, puisqu'on le sait, en cas de voie de fait, il y a une plénitude de compétences du juge judiciaire, alors qu'en cas d'emprise irrégulière, il y a une compétence résiduelle du juge judiciaire sur le contentieux de l'indemnisation. Bon courage à vous.